Aquaba, vous êtes les bienvenus à la chaîne YouTube École de Sagesse. Je m'appelle Lossa, je suis originaire du Cameroun. La signification de mon prénom est Pierre Précieuse. Je présente l'émission Les élites africaines. Cette émission a pour but premièrement de rendre visibles les élites africaines résidant aussi bien en Afrique qu'à l'étranger et deuxièmement à renforcer la confiance en soi du peuple noir. C'est une méthode didactique pour contrecarrer l'un des objectifs du colonialisme qui consiste à faire croire aux peuples colonisés qu'ils ne sont ni civilisés, ni intelligents, etc. Le peuple noir doit connaître et révaloriser ses propres génies qui ont révolutionné le monde avec leurs idées et leurs œuvres. Ces élites africaines sont les modèles et la fierté du peuple noir. Cette émission est un miroir qui reflète une partie de la vraie histoire du peuple noir, à savoir la vie des élites africaines que le colonialisme cache. Aujourd'hui je vais présenter l'élite guadeloupéenne Joseph Bologne, chevalier de Saint-Georges. Il était né le 25 décembre 1745 à Baillif, en Guadeloupe. Ses vrais noms étaient Joseph Bologne. Le chevalier de Saint-Georges était un titre d'honneur. Selon les récits, Joseph serait le fils illégitime du planteur français Georges de Bologne de Saint-Georges. Sa mère était une esclave née en Guadeloupe, elle s'appelait Anne Nanon. C'était une très belle femme d'origine sénégalaise. En 1747, Georges de Bologne avait eu un duel avec un adversaire qu'il avait provoqué lorsqu'il était en visite chez son oncle Samuel de Bologne. L'adversaire de Georges de Bologne fut gravement blessé si bien qu'il mourut 3 jours plus tard. À la suite de cette mort, Georges de Bologne fut accusé de meurtre. Il s'était enfui de Basse-Terre et fut condamné à peine de mort. Selon le décret juridique de mars 1948, il devrait être pendu et étranglé à la place publique. Ses biens furent confisqués. Entre 1948 et 1949, Joseph alla en France à l'âge de 3 ans accompagné de la femme de son père et de sa mère Anne Nanon. Ils avaient d'abord vécu à Bordeaux, ensuite à Angoulême, où résidait son oncle Pierre. Son séjour en France était provisoire, car en 1753 Joseph alla pour une deuxième fois en France. Il avait fréquenté le collège à Saint-Louis à Angoulême. À l'âge de 13 ans, il reçut une formation en escrime à l'école du maître d'armes Nicolas Texier de la Boétière. À l'adolescence, il sortait victorieux de ses combats avec les meilleurs escrimeurs. Il reçut également une formation professionnelle pour devenir violoniste virtuose. C'était à partir de 1763 que Joseph utilisa le titre le chevalier de Saint-Georges. En 1764 il devint gendarme dans la garde du corps du roi à Versailles, alors qu'il n'avait que 17 ans. Malgré cela il continuait à exercer dans le domaine de la musique. Ses bonnes manières, ses qualités artistiques et sportives attirèrent des femmes vers lui. À Paris, il était reconnu comme étant un très bon nageur et patineur. Dans le domaine de la musique, il avait organisé plusieurs concerts avec le baron Karl Ernst von Bagg et Madame de Genlis. En 1769, il avait rejoint le concert des amateurs en tant que premier violoniste et cela était marqué par les débuts de ses succès musicaux. En 1772, il était devenu compositeur. En 1773, il avait rendu le concert des amateurs populaires, lorsqu'il avait pris la direction. À la mort de son père en 1774 en Guadeloupe, sa demi-sœur hérita des 2 plantations. En 1775, Joseph fut l'un des premiers musiciens à jouer la symphonie concertante et quelques quatuors concertants. En 1776, Joseph envisageait des réformes pour l'Académie royale de musique lorsqu'il serait nommé directeur musical. Mais l'opposition de ses ennemis racistes qui refusèrent de se produire sous la direction d'un métis, empêcha qu'il obtienne la nomination de directeur musical. Joseph n'avait pas eu une vie facile, car il était confronté au racisme. Il se maquillait plus que les hommes de son époque, pour cacher la couleur foncée de sa peau. En 1777 son premier opéra, créé au théâtre italien n'eut pas de succès. Joseph avait été invité par Madame de Montesson à séjourner chez elle et Madame de Montalembert lui proposa de jouer dans son théâtre privé. Le mari de Madame de Montalembert fit de Joseph, lieutenant de chasse au Rincy, où il composa son deuxième opéra. Après la mort de la mère de Joseph le 3 juillet 1778 à Paris, il séjourna durant cet été dans l'appartement du baron Melchior Grimm et de Louise d'Épinay. Il ne composait plus d'œuvres orchestrales, mais il continua à diriger son orchestre. En 1780, il composa son 3e opéra. En 1781, l'orchestre des amateurs n'existait plus par manque d'argent. Joseph était membre de la loge maçonnique des 9 Sœurs et dirigeait l'orchestre de la loge, la Parfaite Estime et Société Olympique. Cet orchestre comptait entre 65 et 70 membres, puis était le plus grand de son époque. En 1784, les symphonies parisiennes et l'Olympique furent créées sous la direction de Joseph. En 1785, Louis-Philippe II l'invita à séjourner au Palais Royal.
Joseph fit la connaissance de Jacques-Pierre Brissot au Palais Royal. Ce dernier l'envoya en 1787 pour une mission secrète à Londres. Joseph fit la connaissance de William Wilberforce, John Wilkes, et Thomas Clarkson. En 1788, la Société des Amis des Noirs fut fondée à Paris. À l'époque de la Révolution, il s'était enfui à Londres quelques semaines après la convocation des États généraux de 1789. Joseph s'installa à Lille en 1790. Il était devenu membre de la Garde nationale en tant que capitaine et dirigea un orchestre amateur à Lille. Depuis le 8 septembre 1792, il était à la tête de sa propre légion composée de 1000 soldats originaires des colonies françaises. Cette légion s'appelait la Légion franche de cavalerie des Américains et du Midi. Les objectifs principaux de Joseph étaient l'abolition de l'esclavage et l'instauration de l'égalité de droits civiques pour la communauté noire. Avec son régiment de soldats, il lutta pour concrétiser ses objectifs. Thomas Alexandre Dumas était lieutenant sous les ordres de Joseph. En décembre 1792, Joseph avait servi dans l'armée du Nord sous les ordres du général Joseph de Miaczynski. À la suite de la défaite de Charles-François Dumouriez à Neerwinden en mars 1793, Joseph s'installa dans son quartier général à Saint-Amand-les-Eaux. 4 commissaires de la Convention et le ministre de la Défense Pierre Riel de Burnonville menèrent à Lille des enquêtes sur la conduite de Joseph. Dumouriez envoya Miaczynski à Lille pour arrêter les enquêteurs. Le 2 avril 1793, le général Miaczynski tenta à Lille de convaincre Joseph à participer à un coup d'État. Alors Dumouriez avait convaincu ses troupes à renverser le gouvernement révolutionnaire à Paris. Dumouriez refusa d'aller à Paris avec les personnes désignées pour faire le coup d'État. Alors, il les fit arrêter et les livra vers l'Autriche. 5 jours après cet acte, la terreur s'empara de Paris. En septembre 1793, Joseph fut dénoncé lors de la terreur et cela lui avait valu la prison à Ondainville pour plus d'1 an. En octobre 1794, il sortit de la prison et perdit 1 an plus tard ses fonctions dans l'armée. En 1787, il avait suivi un ami à Saint-Domingue en Haïti pour lutter en la faveur des droits civiques de la communauté noire. Là, François-Dominique Toussaint Louverture avait mis sur pied un régiment composé de soldats métis. Ce régiment persécutait aussi les Noirs que les Blancs. Joseph était déçu par les événements et il rentra en 1797 à Paris. 2 ans plus tard, il se retira de tout le monde et était devenu pauvre. Il vivait à la rue Boucherat au numéro 1. Sur le plan musical, Joseph Bologne, chevalier de Saint-Georges, est compté parmi les classiques français. Le style musical de Joseph influença beaucoup Mozart et Beethoven. Voici quelques œuvres que Joseph avait composées: 14 concertos pour violon, 2 symphonies, 18 quatuors à cordes, ou quatuors concertants, 12 sonates pour clavecin et violon, des chansons, 8 sinfonias concertantes et 6 opéras. Les particularités de son style musical et l'importance accordée aux mélodies entraînantes et au fait de siffler ces mélodies. Ses mouvements musicaux étaient lents et cela réveillait de profonds sentiments dans le cœur de l'auditeur. Bref, Joseph était très polyvalent, car il avait exercé plusieurs fonctions que voici. Dans le domaine musical, il était violoniste virtuose, compositeur, un bon danseur et chef d'orchestre français. Dans le domaine du sport, il était reconnu comme un très bon athlète et escrimeur. Dans le domaine militaire, il fut membre de garde de la cour royale, un très bon cavalier, un colonel de la Légion Saint-Georges qui était à cette époque le seul régiment noir d'Europe. Il mourut le 10 juin 1799 à Paris en France. Voici quelques-unes des positives compétences de l'élite Joseph Bologne, chevalier de Saint-Georges que le peuple noir devrait imiter. Il avait un bon œil pour observer la vie quotidienne, il était très intelligent pour mener des réflexions sur certains problèmes quotidiens, il était très ambitieux et confiant en lui-même malgré le racisme des Blancs, il avait pris conscience de ses talents et les avait mis en valeur, il n'était pas indifférent face aux injustices auxquelles le peuple noir était victime aussi bien en France que dans les Caraïbes, il ne s'était pas laissé corrompre par les avantages sociaux dont il bénéficiait dans les sociétés françaises, c'était la raison pour laquelle il avait mené une révolution anticolonialiste. L'émission est presque terminée. Cette émission enseigne une autre facette de la vraie histoire du peuple noir. Un exemple de cette facette est l'élite guadeloupéenne Joseph Bologne, chevalier de Saint-Georges dont les combats anticolonialistes étaient un instrument pour lutter contre les injustices à l'égard de la communauté noire. Le colonialisme a toujours présenté le peuple noir comme étant un sous-peuple, sans intelligence alors que le monde moderne est influencé par les connaissances et valeurs culturelles africaines. Par conséquent, le colonialisme est un instrument de désinformation dont l'un des objectifs principaux est de déformer par différentes stratégies l'histoire du peuple noir. Ces stratégies sont par exemple l'école, la politique, les médias, les religions importées, etc. Pour clôturer,
Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette semaine à travers une photo de soupe aux haricots, puis cette citation de l'anticolonialiste feu président Kwame Nkrumah du Ghana. Je cite, « Il y a un nouvel Africain dans le monde. Ce nouvel Africain est prêt à mener ses propres luttes et montrer qu'après tout, l'homme noir est capable de gérer ses propres affaires. » Fin de citation. Le peuple africain doit être conscient qu'il doit se débarrasser de toute forme d'aliénation, ou de prison provenant du colonialisme. C'est son devoir de révaloriser ses valeurs culturelles et même ses élites. Comment se fait-il qu'à l'école par exemple le programme scolaire enseigne très peu sur les élites africaines, ou que dans les publicités on parle très peu des inventions africaines, ou que dans la majorité des nations africaines les langues coloniales sont établies comme langues administratives etc. Le peuple noir doit être conscient qu'il existe un mécanisme naturel que l'on appelle l'autorégénération. Ce mécanisme est observé aussi bien dans le règne végétal que dans le règne humain et le règne animal. L'autorégénération vient après une période de destruction etc. Symboliquement le colonialisme et toutes ses pratiques sont à considérer comme la destruction, l'impureté, la plaie etc. Pendant que toutes les formes de lutte du peuple noir pour se débarrasser du colonialisme et de ses pratiques symbolisent le mécanisme d'autorégénération. C'est un devoir et un droit naturel du peuple noir de se débarrasser de toutes les pratiques destructives du colonialisme. Alors le peuple noir ne doit pas cesser de se révolter contre toutes les pratiques destructives, ou coloniales des nations impérialistes. Dans le règne végétal, lorsque par exemple un feu de brousse brûle une forêt, une grande partie de la végétation est détruite. Quelque temps plus tard la forêt se régénère elle-même par le fait que de nouvelles plantes poussent et la forêt réapparaît. Dans cet exemple le feu de brousse symbolise la destruction et la repousse de la végétation symbolise l'autorégénération. Dans le règne animal, par exemple beaucoup d'animaux ont leur méthode pour faire la toilette et se débarrasser des parasites qui sont sur leur corps. Ici par exemple les saletés et les parasites représentent l'impureté, puis la toilette et l'élimination des parasites symbolisent l'autorégénération. Dans le règne humain, lorsqu'une partie du corps est blessée, le corps humain a ses propres méthodes pour cicatriser la plaie et lutter contre les infections. Dans ce cas la blessure du corps humain et les bactéries symbolisent la plaie, puis le mécanisme de cicatrisation et de lutte contre les infections représente l'autorégénération. Le mécanisme d'autorégénération se renouvelle autant de fois que l'équilibre du règne végétal, ou animal, ou humain est menacé. De plus c'est un mécanisme qui s'opère par réflexe et non sur ordre de qui que ce soit. Ce qui veut dire que le peuple noir doit être attentif à tout ce qui se passe autour de lui, pour agir par réflexe contre toutes les formes de colonialisme qui perturberaient son équilibre, son bien-être. Très chers abonnés, merci pour votre attention et veuillez partager cette vidéo au maximum à vos contacts pour l'instruction de plusieurs. Teyo, au revoir.